Louise Borglund. L'un des cas les plus déchirants du Danemark est celui de Louise Borglund. Fin 2016, Louise avait 32 ans et était enceinte de 7 mois de son premier enfant. Elle n'était pas en couple avec le père du bébé et avait choisi de déménager de Copenhague à Herlev lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Ici, Louise partageait un appartement avec sa sœur, Suzanne, son beau-frère, Martin, leurs 2 enfants, et leur chien, un golden retriever de 8 ans nommé Maggie. Conseillère en beauté dans un grand magasin haut de gamme, Louise a été élue meilleure collègue par ses collègues en 2015. Ses proches la décrivaient comme amusante, facile à vivre, heureuse et humble. Elle appelait affectueusement son bébé à naître, qu'elle a découvert être un garçon petit P. On sait très peu de choses sur le père du bébé, ce qui ajoute une autre couche de mystère à l'étrange affaire de Louise. Vers 6h30 du soir, le soir du 4 novembre 2016, une Louise très enceinte s'est aventurée sous la pluie et le froid pour promener Maggie. Avant de quitter la maison familiale, elle a enfilé les vêtements de pluie verts olive de son beau-frère, composés d'un pantalon et d'une veste à capuche, ainsi que ses bottes en caoutchouc bleu. Elle a dit au revoir à sa sœur et s'est dirigée 5 minutes plus loin sur la route vers le parc à chiens local où elle et Maggie se promenaient en paix, profitant de l'air frais de la nuit. Vers 17h10, un couple promenant leur propre chien a été surpris de voir Maggie bondir vers eux, sa laisse traînant dans l'herbe mouillée derrière elle. Le couple a eu le sentiment que le chien voulait leur montrer quelque chose, alors ils l'ont suivi jusqu'au corps de Louise. Elle semblait immobile et pâle dans l'obscurité, et selon plusieurs médias danois, elle était allongée, je cite, comme une croix, les bras étendus de chaque côté. Lorsque le couple a touché Louise, ils ont réalisé que son corps était flasque. L'homme, Michael, un monteur de pneus de 52 ans, a immédiatement commencé à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire pendant que son partenaire composait le numéro des services d'urgence. Juste quelques minutes après l'arrivée des secouristes sur les lieux, Louise a malheureusement été déclarée morte. Elle avait une blessure par perforation à l'un de ses seins et une autre à sa cage thoracique. Dans l'immédiat, après le crime, les autorités ont dressé une tente sur la scène du crime et ont commencé à collecter des traces dans l'herbe mouillée. Maggie a également été examinée et son pelage a été testé pour toute trace de preuve acide désoxyribonucléique. Les forces de l'ordre ont fouillé plusieurs lacs de la région à la recherche de l'arme du crime qui est supposée être un couteau, mais leurs efforts se sont avérés vains. Des témoins ont rapidement commencé à se manifester. Vers 7h du soir, des témoins ont entendu 2 cris provenant du parc. L'un était court, l'autre était long. Le témoin a failli heurter un homme qui s'enfuyait du parc. En les voyant, l'homme a levé les mains en l'air, peut-être par désespoir ou frustration, avant de se retourner et de retourner dans le parc. L'homme a été décrit comme ayant entre 28 et 30 ans, mesurant 1,78 m, de constitution mince avec un visage fin et défini, que certaines publications ont décrit comme marqué, bien que la signification exacte ne soit pas claire. Un autre détail flou à propos de l'homme est qu'il aurait, je cite, une peau dorée. Cela signifie qu'il pourrait être bronzé, avoir un teint olive, ou peut-être que sa peau semblait simplement teintée de jaune sous les lampadaires. L'homme portait une veste noire avec la capuche relevée et une casquette noire en dessous, un pantalon foncé et un sweatshirt de loisir. 1 an après le crime, les autorités ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant l'homme. Malheureusement, la vidéo est floue, sombre et brève, et les images sont prises de loin, ce qui rend difficile de déterminer quoi que ce soit sur le suspect potentiel. 1 mois plus tard, en décembre, un vélo rouge trouvé près du lieu du crime, avec un siège bébé noir attaché, a été considéré comme pouvant être lié au crime. Les autorités ont lancé un appel au public demandant aux propriétaires de se manifester. Ils l'ont fait, mais il s'est avéré que le vélo avait été volé quelque temps avant la disparition de Louise. Mais la propriétaire ne l'a pas signalé comme manquant parce qu'elle n'avait pas d'assurance. La police se retrouvait encore au point de départ. Comme Louise était une femme bien aimée, sans ennemis connus, les autorités ont finalement réalisé qu'elle était la victime d'un acte de violence aléatoire. Ils pensaient qu'un individu mentalement perturbé l'avait attaquée sans autre raison que celle d'être au mauvais endroit au mauvais moment.
Il n'y avait tout simplement pas d'autre motif qu'il pouvait en trouver, ou de suspect dans sa vie personnelle. Cependant, ils n'ont pas encore écarté toutes les autres théories. Il ne semble pas que les résultats de l'autopsie de Louise aient jamais été rendus publics. En 2018, une revue par des pairs a commencé, impliquant des enquêteurs de police experts d'autres districts examinant l'affaire. Les autorités ont annoncé qu'elles retraçaient toutes leurs étapes et elles ont même ramené 8 chiens renifleurs hautement entraînés au parc pour voir si elles pouvaient découvrir de nouvelles preuves ou pistes. En décembre de cette année-là, un couteau a été trouvé dans un ruisseau à moins d'1 mile de la scène du crime. À ce moment-là, on croyait que c'était l'arme du meurtre, bien que jusqu'à présent, il n'est pas clair si cela a jamais été réellement confirmé. Bien qu'il n'y ait pas une grande quantité d'informations disponibles dans le cas de Louise, les détectives en ligne ont une abondance de théories et de questions. Beaucoup se sont demandé s'il était possible que Louise ait été prise pour quelqu'un d'autre, peut-être son beau-frère, puisqu'elle portait ses vêtements de pluie. D'autres, cependant, ont soutenu qu'il est peu probable que quelqu'un mémorise les vêtements de quelqu'un d'autre, et que les vêtements de pluie vert ne sont guère uniques. Il a également été suggéré que peut-être Louise est allée discrètement rencontrer quelqu'un au parc sans en informer qui que ce soit. D'autres ont spéculé que peut-être son cas est lié à celui d'Emily Meng, âgée de 17 ans. Elle a disparu juste 4 mois auparavant. Son corps a été retrouvé en décembre 2016 et son meurtre n'est toujours pas résolu. D'autres théories dans l'affaire de Louise suggèrent qu'il s'agissait d'un vol qui a mal tourné ou que le père du bébé est impliqué. À ce jour, on sait peu de choses sur le père. Selon un rapport, même la sœur de Louise ne connaissait pas son identité. Il semblait que ni l'un ni l'autre ne voulait qu'il participe à l'éducation du bébé. Tragiquement, le cas de Louise reste non résolu. Si c'était vraiment un acte de violence aléatoire, alors il est peu probable que nous voyions jamais le coupable traduit en justice, à moins qu'il ne se confesse ou que de nouvelles preuves soient découvertes. Mary Locke Hansen. Née le 13 juin 1924, Mary Rod Madsen n'a pas eu la vie la plus facile en grandissant. Sa famille vivait dans la pauvreté depuis des générations et elle a grandi dans une zone rurale agricole dans le village de Lisbjerg, situé dans la 2e plus grande ville du Danemark, appelée Aarhus. Elle était l'une des 6 enfants, mais 2 de ses frères sont morts à un jeune âge. L'une de ses sœurs aurait apparemment passé l'arme à gauche la veille de Noël de 1931, tandis qu'une autre a suivi 13 ans plus tard. Son père est également décédé alors qu'elle n'avait que 7 ans. Intelligente et déterminée, Marie cherchait à accomplir plus que la vie que ses parents et ses frères et sœurs avaient vécue. Elle a été la première de sa famille à passer l'examen du lycée, ce qui lui permettrait d'entrer à l'université. En tant que jeune adulte, Marie a occupé plusieurs emplois différents, y compris correctrice, opératrice de téléphone et assistante de bureau. Au début des années 1940, elle a rencontré son premier époux. Le couple s'est marié en 1946 mais s'est séparé plus tard, divorçant finalement en 1952. Entre 1949 et 1950, Marie a été employée par une entreprise d'ingénierie pour servir de secrétaire à l'un des propriétaires, un homme nommé Oscar Loch Hansen, qui travaillait également comme professeur dans une école d'ingénierie et avait 10 ans de plus qu'elle. Il ne fallut pas longtemps avant que le couple ne s'intéresse l'un à l'autre romantiquement. Ils se sont mariés en 1953. Au début des années 60, le couple a déménagé dans la banlieue de Hoshbija avec la fille adoptive d'Oscar, Lisbeth. À peu près à la même époque, Oscar a vendu sa part de son entreprise d'ingénierie et a commencé à enseigner à plein temps. Ensemble, le couple a vécu une vie plus que confortable. Marie est devenue une femme au foyer qui passait la plupart de son temps à nettoyer et à cuisiner, mais pour avoir quelque chose à faire pendant qu'Oscar travaillait, elle a commencé à gérer une entreprise de photocopie depuis le sous-sol de leur villa. Son mari et ses collègues étaient ses principaux clients, mais elle acceptait occasionnellement des affaires d'étrangers aussi. Le matin du 10 novembre 1967, Oscar est parti pour le travail vers 9h du matin. Peu de temps après, Marie a sollicité l'aide de sa voisine, une femme nommée Lizzie Christensen car elle était en retard dans son travail. À 10h du matin, la femme de ménage du couple, Irma Rasmussen, est arrivée à la maison. Elle travaillait à temps partiel pour le couple, aidant Marie dans les tâches quotidiennes de nettoyage et de rangement.
Marie et Irma avaient leur propre routine où elles nettoyaient pendant un peu moins d'1 heure avant de faire une pause café. Le 10 novembre n'était pas différent. Les 2 femmes ont invité Lizzie à les rejoindre à 10h50, mais elle a refusé, préférant continuer à travailler. Juste au moment où Marie et Irma s'asseyaient, la porte a claqué. Irma écoutait pendant que Marie répondait à la porte, entendant son employeur dire quelque chose du genre « Je cite, faites vite ». Marie a informé le client qu'elle était occupée mais pourrait les recevoir brièvement. Irma a regardé un homme suivre Marie dans son bureau. Ils ont fermé la porte derrière eux. Cependant, quelques instants plus tard, les choses ont pris un tournant lorsque Marie a crié « Oh non !» avant de commencer à crier et des coups de feu ont retenti. Irma a couru au secours de Marie mais s'est retrouvée face à face avec le tueur qui a sorti son pistolet de ses poches et a tiré une fois dans son abdomen. Irma est tombée au sol et l'homme lui a dit de rester calme avant de partir. Lizzie, effrayée par les bruits venant de l'étage, a crié aux autres femmes demandant ce qui se passait. Irma a répondu qu'elle et Marie avaient été abattues. Agissant rapidement, Lizzie a couru hors de la porte du sous-sol vers la maison d'un voisin pour pouvoir appeler à l'aide. Sur son chemin, elle aurait vu un homme marcher calmement dans la rue. On croit largement que cet homme était le tueur. Pendant ce temps, Irma rampa jusqu'à la porte d'entrée et arriva à l'avant de la villa où elle cria à l'aide. Un jardinier proche s'est empressé d'aider les blessés. À l'intérieur, il a découvert le corps de Marie. Elle avait été abattue 3 fois. Irma, par contre, avait bien plus de chance. Elle a survécu à sa seule blessure par balle et a passé les décennies suivantes de sa vie à essayer de traduire le meurtrier de Marie en justice. On dit qu'elle avait une mémoire photographique et a été surnommée par les autorités comme l'une des meilleures témoins avec lesquels ils aient jamais travaillé. Pendant le reste de sa vie, elle a regardé des centaines, sinon des milliers de photographies, donnant aux forces de l'ordre des raisons détaillées pour expliquer pourquoi l'homme sur la photo n'était pas l'homme qui l'avait tiré et Marie ce jour dévastateur. Irma a décrit l'homme aux autorités comme étant âgé de 35 à 40 ans, portant un manteau bleu foncé ou noir, un chapeau et des lunettes, et portant une mallette. La description de cet homme correspond à celle de l'homme vu par Lizzie lorsqu'elle a couru chercher de l'aide. À partir de cette description, les autorités ont demandé à un dessinateur de presse de réaliser un portrait robot de l'homme. Cependant, Irma ne pensait pas que l'homme ressemblait suffisamment au coupable, et donc le dessin n'a jamais été rendu public jusqu'en 2006. Peu de temps après leur arrivée sur les lieux, les autorités ont mis en place des barrages routiers et ont emmené une équipe de chiens renifleurs dans les bois derrière la maison du couple. Un homme en manteau bleu qui était assis dans sa voiture sur une route dans la forêt a été arrêté, mais a été relâché après plusieurs heures. Dans les suites de la fusillade, plusieurs autres témoins se sont manifestés. Il y a eu des allégations de témoignages du coupable montant dans un bus en direction du centre de la ville, tandis que plusieurs autres membres du public ont vu un homme correspondant à la description du perpétrateur monter dans une Morris Mascot verte, également connue sous le nom de Mini Cooper, à une courte distance de la maison. L'un de ces témoins était un boucher, tandis qu'un autre était un instructeur de conduite. L'instructrice de conduite était dans sa voiture avec son nom écrit sur le côté de son véhicule. Étrangement, quelques jours seulement après l'incident, sa belle-mère a reçu un appel téléphonique où une personne a dit, je cite, « Je pense que nous savons tous les deux à propos de la fusillade à Weby. » Oui, l'appelant pensait parler à l'instructrice de conduite. Cependant, cet appel étrange n'a pas fait avancer l'enquête. L'arme du meurtre a été déterminée comme étant un pistolet Walther P38, qui était une arme de l'époque de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et l'un des pistolets les plus courants au Danemark à l'époque. Les munitions, cependant, ont fourni aux forces de l'ordre local des informations beaucoup plus intéressantes. Les balles étaient à l'époque principalement utilisées par les policiers ouest-allemands. Environ 2000 pièces ont été importées au Danemark, dont 1500 ont été vendues à l'armée danoise. Les 500 pièces restantes ont été vendues à une boutique à Copenhague qui a conservé des registres de ces ventes. Malheureusement, malgré cela, les autorités n'ont pas pu identifier le coupable à l'aide de ces registres. Plus intéressant encore, les munitions qui ont été vendues à l'armée ont été données à des officiers avec des P38 qui effectuaient leur service au Groenland.
Ceux qui ont été envoyés au Groenland ont d'abord été formés dans une base militaire près de la villa de Loch Hansen. La police danoise n'avait que peu d'éléments à part les témoignages et l'arme du crime. Bien que 40 détectives aient été affectés à l'affaire de Marie, ils étaient pour la plupart inexpérimentés en raison du faible taux de criminalité dans la région. Selon les rapports, la scène du crime n'a jamais été sécurisée et selon certaines sources, des témoins clés n'ont jamais été interrogés en profondeur. Le meurtre de Marie-Luc Hansen est l'un des crimes non résolus les plus importants et les plus mystérieux du Danemark. Au fil des décennies, 26 000 personnes ont été interrogées et la police a passé plus de 100 000 heures à enquêter sur ce crime horrible. Et pourtant, aucune arrestation n'a jamais été effectuée, aucune accusation n'a jamais été portée, et l'affaire de Marie reste en grande partie non résolue. Mais bien qu'un manque de preuves solides semble être un obstacle majeur dans cette affaire, l'enquête compte de nombreuses théories et plusieurs suspects convaincants. En février 1967, quelques mois avant la mort de Marie, un homme nommé Christian Andersen a été retrouvé mort dans son appartement à Sundbyberg, à environ 2 heures de Marie. Andersen avait 71 ans, possédait une boutique d'antiquités et était bien connu pour étaler sa richesse, surtout au pub local où il avait souvent l'habitude de montrer son portefeuille béguille bien garni. C'est pour cette raison précise que lorsque les autorités l'ont retrouvé battu et sans son portefeuille, elles ont soupçonné qu'il s'agissait d'un cas de vol qui a mal tourné. Plus tard, son nom et numéro de téléphone furent découverts dans un carnet de Marie, éliminant cette hypothèse. Croyez-moi, c'était simplement parce que la jeune femme avait acheté des biens chez lui avant son décès. Il a cependant été raconté que les deux étaient impliqués dans des affaires bien plus sinistres que le simple échange de biens et services. En 1976, un homme nommé Fred Müller a été condamné pour espionnage pour l'Allemagne de l'Est. Müller était connu comme un ami et associé d'Andersen. Cela a conduit beaucoup à spéculer que peut-être tous les trois étaient impliqués dans une sorte d'espionnage. Cependant, Müller est mort peu après sa condamnation. Il est donc inconnu si Andersen était un espion ou si Marie a jamais été impliquée dans leurs activités. Beaucoup de théories à partir de ce point impliquent d'Oscar, un contrat de mariage étrange et les témoignages de la Maurice Minivert. Il est largement rapporté qu'après le décès de Marie, Oscar a dit aux médias que le couple avait un mariage heureux et épanouissant. Cependant, selon les amis, la famille et les forces de l'ordre, ce n'était pas le cas et le mariage était tendu au bord de la rupture. Selon les rapports, Marie avait rencontré quelqu'un d'autre, bien qu'un article mentionne qu'aucune trace d'un autre amant n'a jamais été trouvée. Ces derniers mois, le couple avait établi un contrat stipulant que, en cas de divorce, Marie obtiendrait tout, y compris la villa et toute la richesse de son mari. Bien que le contrat ait été signé par les deux parties, il ne serait valide qu'après avoir été enregistré lors d'une procédure judiciaire. Cette inscription était censée avoir lieu le jour du décès de Marie. Bien qu'il ne soit pas clair pourquoi Oscar accepterait un tel document bizarre, des détectives en ligne ont suggéré que peut-être Marie voulait qu'il soit rédigé parce qu'elle avait découvert qu'il avait une liaison, et non l'inverse. Pour assurer son propre avenir et sa stabilité financière, elle a exigé que le contrat soit établi et validé. Il a également été noté qu'Oscar était un buveur assez lourd dans les années précédant la mort de Marie. Il est possible qu'elle craignait qu'il finisse par être imprudent avec l'argent. De son côté, on dit qu'Oscar était dévasté après avoir perdu Marie. En apprenant sa disparition et en arrivant à la villa, il s'est effondré sur le sol en pleurant et a dit « Ils l'ont tué ». Après la tragédie, il s'est davantage tourné vers l'alcool, devenant un alcoolique invétéré et finissant par mourir dans les années 80. Il ne s'est jamais remarié. Certains disent qu'il est mort d'un cœur brisé. Malgré le chagrin d'Oscar, sa déclaration « Ils l'ont tué » sur la scène du crime alors qu'il s'effondrait est curieuse si ce n'est rien d'autre, donnant l'impression qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. On a théorisé que peut-être Oscar est allé voir son avocat pour savoir comment il pourrait sortir du contrat, mais son avocat lui a dit qu'il ne pouvait rien faire. Ensuite, l'avocat d'Oscar a choisi d'aller voir Marie en personne et avoir une discussion.
Peut-être qu'il prévoyait d'essayer de négocier avec elle au nom de son client. Finalement, il lui a tiré dessus. L'avocat, qui était très en vue à l'époque, aurait dit aux autorités que sa voiture avait été volée quelques jours avant le meurtre. La voiture était une Morris Mini verte. Elle a finalement été localisée, mais les autorités ont jugé que le véhicule n'avait rien à voir avec le crime. Cet avocat avait également un alibi en béton, car il était aux États-Unis au moment du meurtre. Pendant son absence, les affaires de son client étaient gérées par son associé, Hugo Schmidt, dont la description correspondait à celle qu'Irma a donnée de l'auteur. Il avait 39 ans au moment du crime, possédait un pistolet P38 et avait accès à la Morris Mini qui était toujours laissée sur le parking du bureau. Bien que l'arme ait été testée, il a été constaté qu'elle ne correspondait pas à l'arme du meurtre. Malgré cette information, beaucoup croient encore que l'un ou les deux avocats étaient impliqués dans le crime. Ces dernières années, l'étrange contrat du couple a été localisé par les autorités. Il y avait une note attachée qui disait qu'elle ne devait pas être remise à la police. Il était signé avec des initiales correspondant à celles de Hugo Schmidt. Irma a dit aux autorités que bien que Schmidt ressemblait au tueur, ce n'était pas le même homme. Quant au premier avocat, il semble qu'Irma ne l'ait jamais rencontré, mais ils ont parlé au téléphone. Une autre théorie majeure dans l'affaire de Marie est qu'elle a été assassinée par un homme pour avoir tenté de déshériter son fils. En 1947, Oscar a découvert qu'il était stérile, ce qui était étrange puisque sa femme lui avait déjà donné un fils nommé Steen. Sur la base de cette connaissance, il a découvert que sa première femme, Vera, avait une liaison avec un politicien et ami à lui nommer Jörgen Peter Andersen. Le couple a divorcé, mais Oscar a accepté de maintenir la prétention que Steen était son véritable fils. Sinon, il ferait face à l'embarras et à l'examen public. Après la séparation du couple, Steen a continué à vivre avec sa mère plutôt qu'avec son père, mais à la mort d'Oscar, il aurait toujours droit à son héritage avec Lisbeth. Cependant, si le contrat de Marie et Oscar était conclu, alors Steen et Lisbeth seraient essentiellement déshérités. Beaucoup ont suggéré l'idée que Jörgen ait tué Marie lui-même ou ait engagé un tueur à gages pour le faire à sa place. Si un professionnel était impliqué dans le meurtre, cela pourrait expliquer pourquoi il était si propre et expliquer pourquoi Marie a été si spécifiquement ciblée. Il semble qu'Irma n'ait été abattue que parce qu'elle gênait le coupable, mais qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à quelqu'un d'autre que leur cible. Il a également été supposé que cela pourrait être l'œuvre d'un tueur à gages, mais qu'ils ont pris la vie de la mauvaise personne. Cela fait le lien avec la dernière théorie dans l'affaire de Marie, qu'il s'agissait d'une erreur d'identité. Certains ont remarqué à quel point Marie ressemblait à une traître danoise nommée Greta Bartram, une femme qui travaillait comme agent et informateur pour la Gestapo pendant la guerre. Dans les années qui ont suivi le crime, Irma aurait croisé le coupable 2 fois de plus, une fois dans un centre commercial et une fois à l'extérieur d'un bâtiment. À chaque fois, l'homme aurait disparu avant l'arrivée des autorités. Cependant, ni les enfants d'Irma ni les autorités n'ont jamais confirmé ces observations. Peu de temps avant sa mort, à l'âge de 87 ans en 2003, Irma a été montrée 2 autres photos de suspects potentiels, mais aucun n'était l'homme qu'elle avait vu le 10 novembre 1967. En fait, elle a dit aux autorités qu'il lui avait déjà montré une des photos auparavant. Et en effet, il l'avait de fait bien avant, en 1968. Au fil des décennies, des dizaines de journalistes et d'auteurs ont couvert l'affaire de Marie. Une multitude de livres, de documentaires et d'articles ont été créés à ce sujet, mais aucun n'a jamais permis aux autorités de résoudre définitivement l'affaire. C'était une affaire si choquante et sensationnelle qu'elle a été surnommée l'affaire de meurtre qui ne mourra jamais. Avec le passage des années, il semble malheureusement probable que nous ne verrons jamais cette affaire résolue. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour avoir la chance de voir votre ville natale présentée dans un épisode de Détective des affaires non résolues. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.